Voyage en récit. Héloïse d'Ormesson. Et Geoffroy Scribe. Avant tout, merci de m'accueillir pour cette conversation au sujet d'un inédit de votre père, Jean d'Ormesson, de l'Académie française, intitulé « Quand l'enchanteur vint au monde ». C'est un inédit que vous avez pu retrouver dans les papiers qui demeuraient chez lui à Neuilly. Il y en avait, je crois, beaucoup. Vous ouvrez différents placards à l'éditeur ou à un archiviste, Charles Éloi Vial, et en fait, le dernier jour de ces investigations, il tombe sur une liasse de papier, il vous le fait lire, vous le lisez tranquillement, cela prend un petit peu de temps. Et cela m'amène à peut-être cette petite archive. Nous allons remonter à 1978, il me semble. Nous allons entendre, si vous permettez, la voix de votre père au micro de Jacques Chancel. Quelqu'un a-t-il parlé de votre médiocrité, de votre paresse, de votre absence de talent? Quelqu'un l'a écrit un jour, non? Oui, moi, oui, bien sûr. Bien sûr, mais oui. Mais vous n'y avez pas cru. Mais enfin, bien sûr que j'y crois. Si je devrais travailler oui, ne croyez pas que je sois, je l'ai dit 3 fois déjà, ne croyez pas que je sois hanté par ça, mais à l'âge que j'ai, je devrais travailler 15 heures par jour, il me reste quoi? Il me reste, dans le meilleur des cas, il me reste 25 ans à vivre, 30 ans, enfin il me reste 15 ans utiles, je devrais travailler toute la journée, et puis je devrais essayer de faire des choses meilleures, et puis je ne devrais pas m'éparpiller, et puis je ne devrais pas faire des petites choses. On retrouve ici son humour légendaire. Alors, 2 points. 15 ans d'utile, il prononce ces mots en 78. Bon, heureusement, il y a eu de nombreuses années encore. C'était la question que je souhaitais lui poser lors de l'entretien, que nous n'avons pas pu réaliser quelques jours avant sa mort. Et la deuxième question, est-ce que cet inédit fait partie de ces éparpillements, à votre avis ? Alors non, je pense que quand il parle d'éparpillement, il parle plutôt de ses activités. C'est-à-dire que... Alors il ne parle pas du tout de son activité à l'UNESCO, où il a travaillé pendant de longues années au Conseil supérieur de la philosophie et de l'éducation. Mais je pense qu'il fait allusion au fait qu'il était à la fois journaliste et écrivain, qu'il aimait beaucoup les voyages, qu'il aimait peut-être... intervenir sur les plateaux. Parce qu'on ne l'a jamais autant vu que dans les dernières années de sa vie. Oui, mais alors ça, largement après les 15 ans en question. Voilà, mais non, je pense il était peut-être... Il n'était pas si éparpillé, mais il était très hédoniste. Donc il aimait les voyages, il était très gourmand. Donc il n'avait pas cet ascétisme auquel peut-être il aspirait. Et il se consacrait beaucoup, il écrivait énormément. Contrairement à ce on a dit ou on peut supposer, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup ses textes. Mais je pense qu'il aurait aimé travailler encore plus et peut-être être moins... il aimait être sur les plages, il aimait nager, il aimait faire du ski. Mais j'imagine qu'il aurait aimé être un homme, encore une fois, plus ascétique. Alors ce lien avec Chateaubriand, évidemment, j'ai envie de reprendre ce mot de Charles Éloi Vial, qui écrit à la fin donc, de cet ouvrage, c'est un petit livre, on peut le lire tout de suite aux auditeurs qui seraient intéressés pour le lire. De manière plus générale, dans le style et les idées, on discerne la même désinvolture aristocratique chez le comte d'Ormesson et le vicomte de Chateaubriand. Comme une manière intemporelle de vivre le présent, une sorte d'attachement détaché à la tradition. L'écrivain en gestation du milieu du XXe siècle évoque un peu le jeune Chateaubriand. Quand l'enchanteur vint au monde est en réalité un portrait croisé. Ah, c'est évident. C'est évident quand on le lit. Ah, c'est absolument évident, et c'est d'ailleurs fascinant, parce que mon père avait donc 33 ans quand il a écrit ce texte, en 58, et il était au début de sa vie, et en tout cas de sa carrière littéraire, puisqu'il n'avait publié à ce moment-là qu'un premier roman. Donc c'était vraiment le tout début de sa carrière littéraire. Et il est évident que ce qu'il retient de la vie de Chateaubriand, ce qu'il souligne dans le parcours de Chateaubriand, ce sont des événements, des attitudes, des partis pris qui lui correspondent et auxquels lui aspire aussi. C'est-à-dire que cet amour du voyage, cette association de l'écrivain journaliste ou chroniqueur de l'époque, c'était l'écrivain engagé, l'écrivain qui a des convictions politique. Alors,
oui, évidemment l'aristocrate, mais je crois pas du tout que ça soit quelque chose. C'est plutôt l'aristocrate qui, au début de sa vie, sait, ou en tout cas pressent, qu'il souhaite faire autre chose que de s'engager dans la carrière. Alors, à l'époque de Chateaubriand, c'était encore plus indispensable. Enfin, c'était ce qu'on attendait de Chateaubriand, c'est qu'il devienne militaire, ecclésiastique, ou on n'attendait pas du tout de Chateaubriand qu'il soit écrivain. Non. À l'époque de mon père, c'était peut-être un tout petit peu plus acceptable, mais mon grand-père a longtemps été très angoissé parce qu'il voyait bien que son cadet ne voulait ni être, je sais pas, avocat, médecin, enfin pas embrasser une carrière, ne savait pas ce qu'il voulait faire, et je pense que mon père savait ce qu'il voulait faire, mais c'était peut-être encore inconscient, ou en tout cas peu formulé, et il a prolongé ses études le plus possible pour pouvoir échapper justement à cette décision, parce que je pense que son aspiration profonde, c'était d'écrire et non d'embrasser une carrière. Et ça, je pense qu'il le partage. Enfin, Chateaubriand et mon père ont partagé ce doute des débuts et ce désir, en plus de ne pas, ni l'un ni l'autre n'ont renié leurs origines, et je veux dire que mon père n'a jamais, il était tout à fait fier de porter le nom d'Ormesson et fier de ses origines, encore une fois, mais il a considéré que son pays, sa langue, son pays plus exactement, c'était les écrivains et la littérature et les livres, et que sa vie, sa famille, là encore, c'était plus les livres et le compagnonnage d'autres écrivains que celui de ce milieu dont il était issu. Il le disait au micro de Jacques Chancel encore, il citait le fait que son père craignait qu'il ne devint un raté. Et on peut penser à la lettre qu'écrivit la mère de Chateaubriand à son fils, lui demandant d'arrêter cette carrière d'écrire. Et en fait, finalement, c'est la mort de sa mère qui lui fera écrire finalement le génie du christianisme. C'est assez incroyable comme destin. Donc, ce sont deux destins un peu parallèles. Ah, mais je vous dis, ils ont énormément en commun, et je pense que, évidemment, la fascination de mon père pour Chateaubriand était d'abord exercée par sa plume, c'est son extraordinaire langue, cette langue française portée à sa quintessence, cette admiration, encore une fois, pour le style de Chateaubriand qui est éclatant, qui est fabuleux. Donc ça, évidemment, c'est pour beaucoup dans son admiration, mais il y a aussi l'admiration pour la vie de cet homme qui était exactement la vie que mon père voulait mener. Et c'est finalement la vie qu'il mènera. Mais c'est fou qu'à 33 ans, il en ait eu la prescience. Oui. Et c'est également fou que ce texte écrit à 33 ans, finalement, ne vit pas le jour à ce moment-là, mais seulement aujourd'hui, en 2025-2026. Alors, puisque vous parlez de votre grand-père et de la langue, eh bien, peut-être pourrions-nous, une fois de plus, lui donner la parole dans cet extrait. Il ne faut pas se dissimuler que le rôle du français dans le monde a évidemment considérablement décru depuis 100 ans, et que professionnellement, il me semble que nous sommes tenus à défendre le français dans le monde. Mais pensez-vous, Jean d'Ormesson, que dans une 50aine d'années, on dira d'Ormesson écrivait en vieux français? Ah. Dans si peu de temps. Dieu veuille qu'on le dise d'abord, parce que ça supposerait que dans 50 ans, quelqu'un me lise encore, ce dont je ne suis pas sûr. Et je pense en effet que la langue parlée dans 50 ans sera extraordinairement différente de la langue qu'on parle aujourd'hui. Vous savez, l'autre jour, j'ai employé, c'est un mot que j'emploie de temps en temps, j'ai employé le mot jadis. Jadis, ça me paraît un mot courant. Et ma fille m'a dit, jadis, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, les bras m'en sont tombés, hein. Alors, jadis doit être un mot qui... Pauvre Blondin. Absolument, pauvre Blondin, l'auteur de Monsieur Jadis. Le jadis doit être un mot qui commence à devenir, vous savez, comme on met dans les dictionnaires, rare. Alors, votre grand-père serait-il heureux, satisfait ou rassuré qu'on le lise encore, puisque c'est inédit pareil?
Oui, je pense je pense que mon grand-père aurait été très fier finalement de la vie et de la place que mon père a occupée dans la société française et de sa contribution au rayonnement de la langue française et au rayonnement de la culture française. Ça, j'imagine que mon grand-père aurait été très fier. Et je sais qu'effectivement, c'était un des vœux, un des désirs de mon père, c'est de promouvoir cette langue qu'effectivement qu'il pense. Enfin, c'était une des missions qui s'était fixée dans l'existence, certainement. Oui, on se souvient presque de son combat, osons le mot, lors des attaques du ministère, notamment on peut se rappeler des échanges qu'il a eu avec Najat Vallaud-Belkacem sur la défense du latin et du grec dans le scolaire. Oui, parce qu'il considérait effectivement que comprendre les racines et connaître les racines d'une langue, c'est effectivement, ça aide à mieux la posséder, à mieux la défendre, à mieux la cultiver. Et ce qui est aussi amusant dans ce texte, quand l'enchanteur vint au monde, c'est que mon père, il cite abondamment Chateaubriand, puisqu'en fait, il rythme tout ce récit de citation de Chateaubriand pour se référer justement aux différents épisodes de la vie de Chateaubriand. Mais évidemment, mon père écrit aussi une bonne partie de ce texte, et il y a des moments où on ne sait plus très bien si on lit du Dormesson ou du Chateaubriand, parce qu'ils ont un style qui est quand même parent. Parce que votre père était imbibé des lectures, forcément. Il était, évidemment, et en plus, encore à cette époque-là, encore plus qu'à la fin de sa vie, puisque ce qu'on mesure moins aujourd'hui, c'est que toutes ces citations de Chateaubriand, mon père, évidemment, les faisait de mémoire. Et il pouvait se référer retourner aux mémoires d'outre-tombe et aux autres textes de Chateaubriand pour citer les textes. Mais moi, je le sais qu'il les connaissait par cœur. Et qu'évidemment, tout ça, c'était totalement, vous avez raison, intériorisé et mémorisé. Ce qui, aujourd'hui, existe rarement, puisque on peut, en tapant un mot, en se souvenant très vaguement d'une citation d'un auteur, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit Chateaubriand ou autre, on tape un mot, le nom de l'auteur, et Google ou je ne sais quel moteur de recherche va vous retrouver la citation complète. Donc là, en effet, vous avez raison, il était habité par ses lectures et par celles de Chateaubriand, pour commencer, et pour mon père, l'intertextualité et être héritier de toute cette tradition littéraire était quelque chose qui lui était cher et précieux. Ce texte vous a-t-il donné l'occasion de replonger vous-même dans Chateaubriand ? Oui, et je pense que j'imagine que tous les lecteurs de ce texte auront envie de replonger dans Chateaubriand, parce que c'est un auteur, évidemment, dont le nom est connu, qui est un des monuments de la littérature française, mais qui est un peu passé de mode, qui est même, je dirais, totalement passé de mode. Et donc on le lit moins, Chateaubriand. Il y a d'autres auteurs classiques qui sont plus pratiqués, visités. Victor Hugo, Hugo, je sais pas, même Balzac, évidemment Zola, mais enfin bon, il y en a des auteurs, des classiques qu'on lit et qu'on affectionne de nos jours, il y en a beaucoup. Chateaubriand n'en fait pas partie parce que il y a forcément il y a des modes, ça correspond plus ou moins à une époque. En tout cas, quand on lit Quand l'enchanteur vint au monde, on redécouvre la merveille qu'est cette prose de Chateaubriand, et on a envie de retrouver et de replonger dans ses textes. Par exemple, prenons un exemple tiré de cet ouvrage, donc Quand l'enchanteur vint au monde. Votre père écrit ceci: « On imagine quelle réflexion ce spectacle éclatant allait faire naître dans l'esprit de Chateaubriand. » Et là, il y a une citation de Chateaubriand. « Je me disais pour me consoler ce qu'il faut se dire sans cesse. Tout passe, tout finit dans ce monde. Ce tableau de l'Attique, il est ici devant Athènes, ce spectacle que je contemplais, avait été contemplé par des yeux fermés depuis 2000 ans. Je passerai à mon tour. D'autres hommes, aussi fugitifs que moi, viendront faire les mêmes réflexions sur les mêmes ruines. Notre vie et notre cœur sont entre les mains de Dieu, laissons-le donc disposer de l'une comme de l'autre. » Évidemment, on peut se douter rien qu'en lisant ce passage que ce n'est pas un texte actuel.
Surtout peut-être par l'invitation, la dernière phrase, à laisser notre cœur et notre vie entre les mains de Dieu, et ce n'est pas non plus un livre de théologie. Mais donc, cela reflète, on peut dire que Chateaubriand reflète son époque, une histoire, une géographie ici, la nature dont il était très proche et même amoureux. Et donc, nous pouvons également remercier a posteriori, finalement, votre père de nous donner l'envie de lire Chateaubriand grâce à ces citations qu'il a pu choisir, ou alors dont il se rappelait simplement naturellement. Oui. C'est une invitation. C'est une invitation, et encore une fois, ce passage m'évoque certaines pages de mon père, parce qu'il a écrit des textes qui sont très proches, enfin en tout cas qui épousent totalement cette même philosophie de la vie. Oui. Mon père était très conscient du fait que on laisse une trace, mais c'est de ces traces que c'est toutes ces traces qui constituent l'humanité. Et quand on voit quelque chose, quand on s'émerveille face à un paysage, face à une ruine, face à la nature, on n'est pas le premier, on n'est pas le dernier, mais ce qui est important, c'est l'intensité, et peut-être que il restera quelque chose, et en tout cas, évidemment, avec les écrivains, il en reste quelque chose, mais même quand on n'est pas écrivain, à force d'aimer, à force d'admirer quelque chose, un lieu ou un décor, peut-être que la personne qui vous survit le captera. Puisque nous citions ce passage avec l'arrivée de Dieu, peut-être pouvons-nous également reprendre ce passage célèbre, pour ne pas dire célébrissime, de Chateaubriand. Dans le génie du christianisme, bien entendu, écrit à Londres, en exil, il faudra peut-être revenir sur cette période très intéressante de la vie de Chateaubriand. Ces deux voix sorties du tombeau, écrit Chateaubriand, cette mort qui servait d'interprète à la mort m'ont frappé. Je suis devenu chrétien. Je n'ai point cédé, j'en conviens, à de grandes lumières surnaturelles. Ma conviction est sortie du cœur. J'ai pleuré et j'ai cru. Il retrouvait ainsi la formule de Pascal. Voilà ce que c'est que la foi, Dieu sensible au cœur. Donc il y a là une invitation à sonder, à ce que le lecteur sonde son propre cœur. Ah, certainement, et je sais que ça fait partie des interrogations qui ont aiguillonné mon père toute sa vie. Ah oui, on le sent extrêmement fort, c'est extrêmement fort dans ses derniers ouvrages, tous ses derniers ouvrages. Alors ça va effectivement crescendo, mais il a toujours dit qu'il était un chrétien agnostique, ce qui est quand même... Enfin bon, il maniait comme Chateaubriand le paradoxe. Oui. Il n'était pas non plus dénué. Il y avait un certain les contradictions il pouvait affectionner les contradictions. Donc chrétien agnostique, mais évidemment ce lien et cette question de Dieu l'a toujours obsédé, comme Chateaubriand. Et donc il comprenait parfaitement que Chateaubriand a écrit Le génie du christianisme. Je pense que mon père aurait pu écrire, et d'ailleurs a écrit Dieu, sa vie, son œuvre. Enfin, il a souvent écrit sur Dieu, et il disait couramment que la question unique et centrale, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Puisque il n'a jamais totalement, peut-être le dernier livre, son livre testament, un Hosanna sans fin. Bon, quand on intitule un texte un Hosanna sans fin, il y a déjà quand même une résonance ou une parentèle avec, en tout cas, le Christ. C'est extrêmement clair. Oui, c'est extrêmement clair. Quand vous lisez l'avant-dernière page d'un Hosanna sans fin, c'est du Jean d'Ormesson typique, c'est-à-dire la beauté est dans cet instant, cette lumière qui traverse le ciel. Enfin, moi, je vous cite ça de mémoire très mal, il faudrait le lire, je dois l'avoir quelque part. Donc, c'est une page qui est plutôt tournée vers rendre grâce à la beauté du monde et penser peut-être qu'il existe un grand architecte. Mais la dernière page, il parle du fait d'être catholique, et quasiment le dernier mot d'un Hosanna sans fin, c'est le Christ. Donc il y a une montée, je dirais, vers cette croyance, mais en tout cas, ça l'a traversé toute sa vie. Et encore une fois, il pensait que Dieu, c'était la question centrale.
Nous pouvons l'entendre lors d'une conférence à la librairie Molla de Bordeaux. Le directeur de la librairie, il me semble, lui demandant « Bon, alors, finalement, vous pouvez dire ou pas que vous êtes chrétien ?» Et votre père a répondu « Oui, je peux le dire, mais je peux me tromper. » Alors, est-ce qu'à cette génération, celle de votre père, il y avait une importance pour être sûr, pour ne pas se tromper, qui était peut-être plus importante qu'aujourd'hui, étant donné l'époque par laquelle il avait vécu, ils étaient passés avec, évidemment, on peut penser ne serait-ce qu'au second conflit mondial. Oui, mais je crois que le doute était quand même quelque chose qu'il pensait très important. Il considérait que douter, ça permettait aussi d'avancer. Oui. Alors, d'une manière générale, dans la foi, il disait, et je pense que ça résume parfaitement ce qu'il pensait, il disait qu'il espérait en Dieu. Il ne croyait pas en Dieu, il espérait en Dieu, ce qui est il y a une grande différence, et vraiment ça le caractérisait. Mais encore une fois, c'est ce rapport au Dieu a complètement a été une quête constante. Ça rappelle le titre de Jacques Ellul, il me semble, La foi au prix du doute. Oui. On avance de doute en doute. On avance de doute en doute, absolument. Alors, continuons son parallèle avec Chateaubriand. Il revient sur la littérature, évidemment, ils y sont attachés tous les deux. On a beaucoup reproché à Chateaubriand cette pompe donnée à la mort d'une maîtresse abandonnée. On y a vu de l'orgueil et de l'hypocrisie. Orgueil, oui. Hypocrisie, non. Et là, quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser que votre père le défendait bien. Se défendait-il également lui-même de ces deux tares? Alors, sûrement... Rétrospectivement. L'orgueil, sûrement, parce qu'il en avait... Parce qu'il est écrivain? Parce que peut-être que c'était aussi sa nature, mais c'est un orgueil qu'il a encore, l'a poussé à se dépasser et à aller toujours plus loin et à exceller. Donc ça n'est pas que négatif, l'orgueil. Enfin, il faut pas y en être ivre d'orgueil. Mais enfin, bon, ça peut être un stimulant. Hypocrite, non. Alors vraiment, je pense que faisait pas du tout partie. Il n'était pas du tout dénué de défauts, mais il n'était pas hypocrite. Et je pense que Chateaubriand non plus. Mais je connais moins bien Chateaubriand que. Mais enfin, effectivement, on peut absolument pas reprocher à mon père d'avoir été hypocrite. Alors nous avons pu aborder très rapidement, trop rapidement, donc le génie du christianisme, écrit donc en tout cas en exil à Londres. Il faut revenir sur le fait que c'est un petit peu un je t'aime moi non plus avec les gouvernants de ce pays dans les époques qu'il traversa, parce qu'il a connu donc la mort de Louis XVI alors qu'il était en voyage en Amérique pour découvrir le passage du Nord-Ouest pendant 6 mois tout de même. Alors on raconte beaucoup de choses sur ce voyage. Il aurait rencontré Washington, on n'en est pas sûr. Enfin, peu importe, nous n'allons pas trancher aujourd'hui. Il y a suffisamment de livres, notamment celui-ci du docteur Le Savoureux, qui le défend presque à mort, si l'on peut dire, avec un destin assez étonnant entre eux, puisque le docteur Le Savoureux finira par acheter la maison où vécut Chateaubriand ici, donc à la Vallée aux Loups. Voilà. Il écrira ce livre en 1929, date de mort dans cette même maison de Jacques Rigaud. Alors là, on est très loin du romantisme de Chateaubriand, mais les circonstances sont assez étonnantes. Et puis, il faut bien sûr parler des Mémoires d'Outre-Tombe. Tout à l'heure, vous évoquiez les textes de votre père. Je pensais, pardonnez-moi si le titre ne me revient pas sur le moment, à ce livre assez copieux où il fait son auto-portrait et son auto-procès, Entre le moi et le surmoi, qui est un livre admirable. Alors, il a très très souvent, parce que mon père a écrit une foule d'autobiographies déguisées, et il écrivait du faux vrai, c'est-à-dire qu'il se mettait en scène pour mieux se grimer ou avancer masqué. Donc mais il a quand même écrit beaucoup. Alors le moi et le surmoi, est-ce que je crois pas que c'était La douane de mer. C'était pas le rapport Gabriel, parce que le rapport Gabriel, Dieu sa vie son œuvre peut-être. Je crois que c'est peut-être le rapport Gabriel.
Bon, je Nous vérifierons. parce qu'il- je pourrais vous le confirmer, Cela ne parce fait que que en fait, montrer qu'il a quand même beaucoup écrit et qu'on arrive à se mélanger entre les titres. Il a effectivement beaucoup écrit et en effet beaucoup joué. Ça a commencé avec son deuxième texte, parce que donc le premier était L'amour est un plaisir, mais le deuxième c'était Du côté de chez Jean, et Du côté de chez Jean c'était déjà un texte qui était qui n'avait de roman que le nom, et qui était un portrait de l'auteur, mais encore une fois très romancé. Et il a passé sa vie à ça, à se dévoiler, tout en se dérobant et en se déguisant et en se cachant, en fait. Mais pour revenir donc sur ces mémoires d'outre-tombe, peut-être pouvons-nous une fois de plus lui donner la parole. Dans cette conversation avec Olivier Barrault, avec lequel ils ont pu dresser un portrait des grands écrivains de notre langue française en de nombreux épisodes, dont on a pu se servir souvent dans cette antenne, voici leur échange. Revenons au plaisir, ou insistons plutôt sur le plaisir de la lecture. Les Mémoires d'outre-tombe est un livre qui fait peur parce qu'il fait 4000 feuillets manuscrits, et que déjà en soi, l'importance du volume, du papier, du poids sont considérables. Mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est loisible de lire cela avec un minimum d'ironie, un minimum de sourire? Bien sûr. D'abord, c'est éblouissant parce que c'est un style admirable. Oui. Ensuite, c'est très très drôle. Oui. Je suis de ceux qui soutiennent que toute œuvre littéraire importante est amusante. Naturellement, Proust c'est amusant, Rabelais est amusant. Je soutiens que les Mémoires d'outre-tombe, c'est amusant. Il y a des formules comme « il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre des nécessiteux ». Il y a des formules très brillantes comme « la révolution était finie lorsqu'elle éclata ». Oui. C'est-à-dire que l'état des mœurs est plus important que ce qui se passe. Alors, les Mémoires d'outre-tombe, c'est un tableau extraordinaire de l'Europe, un tableau extraordinaire des agitations d'une âme romantique, et bien sûr un tableau extraordinaire de l'auteur. Et je pense que quiconque se plongera dans les Mémoires d'outre-tombe sera rempli d'admiration pour cet homme qui a presque tout eu, qui a presque tout méprisé, et qui, ayant peut-être moins bien réussi sa vie qu'il n'aurait souhaité, a fait sur sa vie un chef-d'œuvre qui se classe au tout premier rang de la littérature mondiale, et qui est les Mémoires d'outre-tombe. Quelque chose à ajouter? Non, la seule chose, l'entendant souligner la dimension comique et en tout cas la malice et l'esprit qui traverse les Mémoires d'outre-tombe, je pense qu'on peut dire la même chose de Quand l'enchanteur vint au monde, parce que ce texte qui donc est tout à la gloire de Chateaubriand et de son œuvre est aussi un livre. Chaque chapitre, chaque séquence s'achève sur un mot d'esprit et un épisode comique, vraiment très drôle. Le livre est très 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 drôle et savoureux à lire. Oui, par exemple ici, évidemment, le mot ou le passage fort connu, repris dans ce film admirable avec Claude Brasseur et Claude Rich, Le souper, dîner entre Fouché et Talleyrand, et bien sûr, à la fin de ce film, nous avons ce mot de Chateaubriand, le vice appuyé sur le bras du crime, que reprend votre père dans cette... qui est un passage très connu. Je me rendis à Saint-Denis. Introduit dans une des chambres qui précédait celle du roi, je ne trouvai personne. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand soutenu par monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi. Pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr.
l'évêque apostat fut caution du serment. Chateaubriand. Mémoire d'outre-tombe. Le 7 juillet 1815, vers 11h du soir. C'est à la fois, ça peut être vu comme étant drôle, parce que les personnages sont incarnés par le vice et le crime, mais en même temps, ça traduit l'époque, ça traduit les activités de ces deux personnages. Ah ben bien sûr, je pense que Chateaubriand, la notoriété de Chateaubriand, la célébrité de Chateaubriand procède de sa capacité à vraiment saisir l'époque et saisir les individus, ce qu'il a écrit sur Talleyrand, Napoléon, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, de justesse, à la fois d'admiration et de critique, parce qu'évidemment il avait des rapports, Talleyrand quand même assez exécrable, et Napoléon, d'une manière typique chez Chateaubriand, que souligne mon père, et ça aussi je crois qu'il l'appréciait, qu'il avait en tout cas de l'indulgence pour ce trait de caractère de Chateaubriand, c'est que Chateaubriand, quand les gens étaient puissants, il les attaquait, et quand ils étaient victimes ou quand ils étaient affaiblis, à ce moment-là, il courait à leur secours et il ne les attaquait plus. Et c'est ce qu'il a fait avec Napoléon. C'est-à-dire qu'il a été très sévère et très très critique, de manière même, très audacieuse, parce que Napoléon aurait vraiment pu en a pris ombrage, mais aurait pu lui nuire beaucoup plus. Le faire arrêter. Chateaubriand a quand même osé faire un discours de réception à l'Académie française qui était un pamphlet contre Napoléon. Napoléon qui l'avait fait entrer. Qui avait tout fait, pour le faire entrer à l'Académie. Et d'une manière générale, encore une fois, il ne s'est pas privé d'être très virulent à l'égard de Napoléon. Mais quand Napoléon a été fait prisonnier par les Anglais, et quand Napoléon a commencé à perdre, était défait, à ce moment-là, il en vantait en tout cas l'intelligence et l'envergure. Oui. Donc c'était quelqu'un qui était assez exemplaire, parce qu'encore une fois, il ne craignait pas d'attaquer les puissants, et en revanche, il aidait et il soutenait les faibles. Était-ce pour lui la recherche de la vérité et de s'y placer? Par exemple, par rapport au duc d'Enghien, mis à mort, comme on sait. Alors, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'était quelqu'un qui avait vraiment... Je pense qu'il était très lucide. Donc, il a soutenu les royalistes. Il était royaliste, oui. Donc il les soutenait tant qu'ils étaient dans l'opposition. Mais quand ils sont revenus au pouvoir, quand la royauté a été restaurée, il a été déçu. Et donc, il ne se privait pas de dire qu'il était déçu. Et je ne dis pas qu'il regrettait l'empereur, mais en tout cas, il était moins critique à l'égard de l'empereur, parce qu'il mesurait ce que l'empereur avait pu faire et ce que ses alliés, les royalistes ne faisaient peut-être moins bien. Enfin, en tout cas, il était beaucoup plus... il ne restait pas... il n'était pas un adorateur zélé, il était très lucide. Lucide et intelligent, comme le rappelle également votre père, puisque vous évoquez la monarchie dans ce bref extrait. Chateaubriand est un génie un peu particulier, c'est un génie intelligent. Oui. Il y a des génies idiots, n'est-ce pas? Et Chateaubriand est évidemment un génie très intelligent. Et chose extraordinaire, et qui pourtant ne provoque pas la lassitude, le sujet unique auquel il revient à chaque ligne, c'est « je », c'est « moi, je ». C'est-à-dire que, véritablement, oui, nous sommes dans une conception du monde qui est de l'individuel à l'universel. C'est une espèce d'apologie de soi-même. Vous savez, oui, c'est un des rares mots d'esprit de Louis XVIII. Oui. Louis XVIII disait de Chateaubriand, « Monsieur de Chateaubriand verrait si loin s'il ne se mettait pas toujours devant lui. » Ce qui n'est pas mal. Tout est dit. Tout est dit, mais je pense que
toute la séquence sur le jeu, c'est aussi ce qu'a fait mon père dans nombre de ses livres. D'où le parallèle très intéressant oui, d'entendre cette archive. Encore une fois, ils ont... je pense qu'ils avaient un rapport au monde qui était quand même très proche. Très proche. Puisque votre père évoquait le fait pour qu'une œuvre ait de l'importance, il ne faut pas qu'elle soit dénuée de son caractère amusant ou drôle ou ironique, on peut penser également aux Mémoires de Saint-Simon, qui sont parfois très drôles, et je ne prétends pas que toutes les pages le soient, c'est également un livre relativement épais. Toujours est-il que votre père écrit ceci: « Chateaubriand, qu'on voit toujours en poète catholique ou en peintre du soleil couchant sur les forêts d'Amérique, ne prend-il pas place avec de tels croquis », une citation, les lecteurs pourront s'y référer dans cet ouvrage, « avec de tels croquis si forts et si amusants entre Saint-Simon et Proust ». Et oui, donc votre père s'inscrit, ou en tout cas inscrit Chateaubriand dans cette continuité littéraire comme successeur de Saint-Simon, peut-être père ou grand-père de Proust. Oui, alors ça, effectivement, il le dit, c'est un petit peu plus surprenant. Maintenant, plus surprenant. Saint-Simon, je vois, Proust un petit peu, mais bon, ça, je ne suis pas exégète ni des œuvres de mon père, ni de celle, mais encore moins de celle de Chateaubriand. Mais toujours est-il que l'attachement votre père à cette continuité littéraire à travers les auteurs était quelque chose pour lui sans doute de très important, au point de faire toutes ces émissions d'ailleurs avec Olivier Barrault sur la littérature. Ça va de Chrétien de Troyes à Georges Perec. C'est-à-dire que mon père fait partie... Alors, est-ce que c'est de cette génération... Pas uniquement, parce que je pense qu'il y a encore des auteurs contemporains qui mesurent et qui reconnaissent ce qu'ils doivent à leurs aînés et s'inscrivent dans une tradition littéraire, telle ou telle tradition littéraire. Mais c'est vrai que mon père était particulièrement... se considérait particulièrement redevable à tous ces auteurs qu'il avait lus et dont il avait hérité, avec évidemment des auteurs pour lesquels il avait une prédilection, auxquels il empruntait sans doute plus qu'à d'autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a consacré aussi sa vie à chanter la littérature française principalement, mais pas seulement, puisqu'il a écrit quand même beaucoup il a écrit une anthologie de la poésie, il a écrit toute une bibliothèque idéale qui avait été publiée par Le Figaro, mais enfin bon, une bibliothèque idéale il y a une trentaine de volumes où systématiquement il a écrit une préface pour essayer de faire mieux connaître ou faire redécouvrir Racine, Rabelais, Ronsard, Barbet, des auteurs mineurs, Jean-Paul Toulet, qui était un de ses poètes fétiches. Mais enfin bon, des grands noms. Il y a quand même des grands noms de la littérature française, et c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aimait partager ses découvertes de lecture et son goût pour la littérature. Ça, il aimait le communiquer, et il essayait de le transmettre. Puisque vous êtes éditrice, Louise d'Ormesson, que vous publiez cet ouvrage, quel peut être l'attachement aujourd'hui d'une éditrice justement à cette littérature, à ces auteurs? Parce que vous citiez des auteurs peut-être actuels qui étaient attachés à leurs aînés. Par exemple, déjà, auxquels pensez-vous aujourd'hui? Si on peut donner quelques noms qui vous viendraient. Vous le dire moi personnellement, là c'est moins l'éditrice que non, c'est votre goût à vous. C'est mon goût. Oui, c'est mon goût à moi. Moi, je continue à beaucoup aimer mes racines parce que j'ai cet attachement effectivement à la langue française et je suis très séduite par l'alexandrin. Je trouve que c'est ce rythme est vraiment très beau et porte à sa quintessence la beauté de la langue française. Et je trouve par ailleurs que l'analyse des sentiments dans ces tragédies de Racine est assez admirable et vraiment je suis particulièrement ému et sensible. Mais j'aime Balzac,
Et sûrement un de mes auteurs, je trouve que la comédie humaine, enfin cette fresque de Balzac est absolument spectaculaire, impressionnante, assez merveilleuse. Bon, il y a aussi des auteurs contemporains. Je suis. Oui, par exemple. Tiens. Est-ce qu'on parlait de François Sureau tout à l'heure hors micro? Évidemment, François Sureau a une plume extraordinaire, mais j'aime aussi, très loin de Sureau et des classiques, j'aime beaucoup Houellebecq. Alors là, pour des raisons totalement inverses de celles pour lesquelles je peux aimer Racine, je trouve que c'est un sociologue, enfin il a le sens de l'évolution de notre société qui est absolument sidérante. Je le trouve d'une immense clairvoyance et lui également très drôle. C'est-à-dire que dans ces pages qui peuvent être très sombres, très lugubres, même quelquefois rances de Houellebecq, il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est... même si la lecture de Houellebecq est parfois urticante ou agaçante, il était extraordinairement stimulant. Était-ce le cas d'un Céline en son temps? Sans doute. Céline, là encore, c'est plus pour moi la langue qui est étonnante, et Céline, pour moi, le bruit du monde contemporain est contenu dans Céline. Il n'est pas contenu dans Racine, forcément. Mais c'est ce que je trouve très étonnant et très admirable chez Céline. Mais ne pourrions-nous pas dire que le bruit que vous évoquez, Louise d'Ormesson, est aussi contenu, pas du tout avec la même langue que chez Céline, dans les fables de La Fontaine, que Chateaubriand avait en admiration? On retrouve tous les travers de notre société dans ces fables. Ah ben bien sûr. La Fontaine est aussi un... Et ça reste drôle pour plaire à votre père. Absolument. La Fontaine est évidemment, se référer et replonger dans La Fontaine, je pense que ça devrait être préconisé par la sécurité sociale. Je pense que c'est un remède à l'amorosité, c'est un remède à la dépression de fréquenter La Fontaine. Pour peut-être terminer malheureusement cet entretien, donc je vous remercie encore, Louise d'Ormesson, aujourd'hui en 2026, donc c'est inédit, sans doute le dernier. Je suppose. Je le crains. Donc, nous permet de lire encore votre père un peu plus loin, permet de prolonger cette période de... Le lira-t-on dans 50 ans? Nous sommes dans ces 50 ans passés, depuis 78. Mais comment faites-vous, vous, pour vivre avec, sans ou contre ces souvenirs? Écoutez, c'est une chance d'avoir tous ces souvenirs, et j'ai mesuré à la mort de mon père la chance inouïe, infinie que j'avais d'avoir un père écrivain, parce que quand un écrivain disparaît, on peut reprendre ses textes et on l'entend, et ça c'est précieux, et ça n'existe que dans évidemment, on peut toujours avoir des enregistrements, mais je dirais que évidemment, la lecture est plus forte que l'enregistrement, parce que vous avez diffusé, et c'était évidemment passionnant, et ça nous a permis de rebondir sur un certain nombre de choses, et j'adore entendre mon père, mais quand je le lis, je l'entends intérieurement. Oui. Et donc, c'est évidemment, la vibration est décuplée. Et donc ça, pour moi, c'est merveilleux. Et puis, j'ai eu aussi la chance on était très très proches, je l'ai souvent dit, on est très très complices, et il m'aimait, il me l'a dit, il me l'a démontré, et donc son amour m'a irradié, et ma vie ne suffira pas à épuiser cet amour. Donc, effectivement, je me sens extraordinairement privilégié, parce que autour de moi, je pense que rares sont ceux qui ont des parents qui les ont aimés à ce point-là, et qui voilà. Donc oui, j'ai une chance inouïe, et je dois vous dire que la découverte de ce livre a aussi été un petit miracle.
parce que je n'y croyais pas, je pensais que vraiment il n'y avait pas d'inédit de mon père, et ça a été un espèce de cadeau d'outre-tombe qu'il m'a fait, encore aujourd'hui, 100 ans après sa naissance. Donc voilà, je trouve qu'il est absolument surprenant et étonnant encore aujourd'hui, puisqu'il arrive encore aujourd'hui à nous faire des surprises. D'outre-tombe, comme vous le disiez. Absolument. Merci beaucoup, Héloïse d'Ormesson. Je vous en prie, merci à vous. Un jour, Jean d'Ormesson, vous saurez rompre avec les souvenirs, parce que aujourd'hui encore, il vous occupe beaucoup. Rompre avec les choses réelles, Faut-il le faire? ce n'est rien. Mais rompre avec les souvenirs, le cœur se brise à la séparation des songes. Oui. C'est pas de moi, c'est de Chateaubriand. Eh bien, rompre avec les souvenirs, non, je ne romprai jamais avec les souvenirs. Je ne romprai jamais parce que, quel que soit l'avenir qui est le mien et celui que me réserve le monde et l'histoire, je me sentirai lié à ce que j'ai été, à ceux qui ont fait ce que je suis, en bien ou en mal, et j'aurai toujours le sentiment d'être en dette à leur égard et de leur devoir quelque chose. Donc il se peut que je change, que je me contredise, que le monde change autour de moi et que je me modifie moi-même, mais je ne romprai jamais avec les souvenirs et avec la fidélité aux souvenirs.